Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs, à ce programme spécial de Ça fait débat, au cours duquel nous allons analyser l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Comment évaluer l'impact des défaillances techniques et logistiques des élections? Vous le savez tous très bien que les Congolais ont été appelés à aller au vote le 20 décembre dernier. Jusque-là, il y a des acteurs qui continuent certainement à décrier les irrégularités. Nous allons essayer d'en parler, d'analyser avec des experts et aussi des analystes. Carlos Moupili, bienvenue, coordonnateur de la société civile. Bienvenue. Bonjour. Voilà. De l'autre côté, nous avons Désiré Tchimbenko, porte-parole des APPS. Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, et M. Henri Moutombo, porte-parole du parti politique AREP. Bienvenue. Merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50 qui nous suivent en ce moment. Voilà, merci beaucoup. Alors, je commence par vous, M. Henri Moutombo. Les élections qui viennent de se dérouler ici en République démocratique du Congo, comment vous avez apprécié le déroulement des élections jusqu'à cette étape d'attente à la publication partielle? D'abord, je voudrais rendre hommage très prononcé, des hommages très prononcés au peuple congolais qui s'est mobilisé pour aller voter. Et vous savez, le vote, c'est un droit civique et les Congolais ont manifesté la volonté d'exprimer, bien entendu, ce droit-là. Massivement, ils se sont levés. Il y en a un qui était allé depuis 5-6 heures du matin, d'après ce que nous avions appris. Et aussi, je voudrais féliciter la CENI qui a fait une preuve d'une bravoure exceptionnelle en organisant les élections dans le délai constitutionnel. Parce que, rappelez-vous, tout le monde attendait ce moment, ou si vous voulez, tout le monde attendait que ce moment n'ait pas lieu pour allumer le volcan du ravage pour mettre le chaos dans le pays. Mais Dieu merci que la CENI, contre toute attente, a réalisé cet exploit en organisant les élections le 20 décembre en respectant les prescriptions constitutionnelles. Vous dites ça, c'est un exploit? Oui, c'est un exploit parce que le processus électoral précédent a été tenu avec 2 années de retard. Fallait aller aux élections en 2016, mais nous sommes allés aux élections en 2018. Là, M. Kadima, qui a pris le pouvoir, qui a pris le contrôle, si vous voulez, la tête de la CENI, avec un retard de 2 ans et demi, je crois. Il est à la tête de la CENI, ça fait 2 ans et demi, et personne ne s'attendait qu'il puisse organiser des élections dans le délai constitutionnel. Rappelez-vous, toutes les déclarations qui ont été faites en ces lieux, dans notre pays, j'allais dire, où les gens disaient que Tshisekedi n'aura même pas une seconde supplémentaire. Donc, si le 20 décembre, il n'y a pas d'élection, Tshisekedi devra partir et Nanga devra partir. Pardon, excusez-moi, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ma bouche au nom de Jésus? Kadima devra également partir. Rappelez-vous de toutes les contestations qui ont entouré l'élection, si vous voulez, la désignation du président Denis Kadima. Donc, au regard de tout ce qui a été fait, parce que ici, même l'intitulé de l'émission, on ne montre que le côté négatif des choses, oubliant que l'imperfection est inhérente à l'humanité. Donc, moi, je félicite le côté, je dirais, bravoure, le côté professionnel, le côté expertise de Denis Kadima et de toute son équipe, au-delà de toutes les autres faiblesses qui se sont montrées, qui se sont révélées, j'allais dire, au cours de l'organisation de ces élections, parce que tout ce qui est fait par les hommes sont faites tenant compte de ce que représente un homme. L'homme n'est pas parfait. L'homme court vers la perfection. Donc, ce que nous avons vu depuis le 20 décembre, la date à laquelle M. Denis Kadima avait appelé aux élections, nous ne pouvons que féliciter. Voilà, maintenant, on va entrer en détail. On va arriver. Quand je vais reprendre la parole. On va arriver par rapport à ce détail-là. Pour dire à quel niveau ça marchait et à quel autre ça voilà, Monsieur Tchimbenko, ça n'a pas marché. Je pense, vous avez aussi été candidat, vous avez battu campagne. Alors, l'évolution, selon vous, comment s'est déroulé les procès électoraux?
Bon, tout d'abord, il faut dire que nous n'avons pas organisé une élection parfaite, comme l'a dit les dévanciers, mais il faut reconnaître que ce processus électoral, aujourd'hui, on ne parle même plus du processus, mais là, nous parlons de l'opération de vote. Et nous autres avons été superviseurs de nos témoins sur terrain. Nous avons passé 2 nuits, on ne dormait pas, pour pouvoir surveiller les opérations électorales. Jean-David, je vais dire que ces élections ont été organisées dans un contexte particulier et ont porté des points beaucoup plus avancés par rapport à tout ce que nous avons pu organiser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez par exemple cette question de résultats, parce qu'on n'en parle pas, bureau de vote par bureau de vote, et presque l'ensemble des candidats peuvent aujourd'hui avoir l'idée de ce qu'ils ont pu réaliser comme exploit dans leurs bases électorales. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Et donc, nous avons avancé. Mais parlons-en quand même de quelques cas d'irrégularité que l'on veut présenter aujourd'hui comme des motifs qui devraient remettre en cause l'ensemble de ce processus électoral. Mais ces irrégularités ont porté sur quoi? Parce qu'on a vu, par exemple, des irrégularités qui portent sur le retard dans l'ouverture de certains bureaux, ainsi que la non-tenue de l'élection le 20 décembre dans certains autres bureaux, et qui ont été, ces irrégularités qui ont été tout de suite corrigées par la CENI, parce que les opérations se sont poursuivies le 21. L'idée, c'est que tout le monde puisse participer au processus, et les bureaux qui avaient ouvert en retard, les irrégularités ont été corrigées parce que ce bureau ont avancé dans les cadres des opérations de vote. En plus, vous avez ces irrégularités qui ont porté sur des kits qu'on a vu certaines images ici, déambuler à travers les réseaux sociaux où on nous montre des gens en train de voter dans des bureaux, en train de voter dans des salles, en train de voter par-ci, par-là. Mais Jean-David, il y a une question importante, c'est qu'on ne dit pas, il n'y a pas une authentification temporelle et spatiale de ces opérations. On ne nous dit pas que ces kits qui se sont retrouvés... Ce sont des fake news. Non, mais attendez, on parle de l'espace Grand Kasaï. Tout d'abord, nous devons savoir, ces opérations ont été commanditées par qui? Ces opérations bénéficient à qui? Ces opérations se sont tenues quand? Et ces opérations se sont tenues par qui? Mais quand on balance tout simplement des images comme ça, sans savoir la provenance de ces images, des images montées. Et je vais finir vous dites? Je vais finir par dire qu'il y a cette question de témoins, parce que j'ai vu certains candidats récupérer la question de témoins comme étant un motif de jeter du discrédit. Je vais dire ici, moi j'étais superviseur des opérations, j'ai aligné 2 témoins et j'ai surveillé les témoins. Je vais dire que la majorité, comme l'opposition, avons rencontré des difficultés en ce qui concerne le témoin. Pourquoi? Parce que presque, je parle par exemple de la circonscription électorale de la Tchangou, où au niveau national, il y a 1333 candidats. Et sur 1333 candidats, vous avez chaque candidat, ils ont mis en place une nouvelle stratégie qui vient de nous savons d'où, de mettre en place chacun plus de 3000 témoins, et ces témoins qui doivent rentrer dans le bureau de vote avec quels espaces dans les salles, parce que vous avez des petites salles, et dans ces salles-là, chaque candidat voudrait au moins y déployer 15 à 20. Au fait, ce ne sont pas de témoins, ce sont des électeurs, des gens qui ont déplacé des gens d'autres circonscriptions pour venir voter dans d'autres endroits, et ces gens qui ont rencontré des difficultés. Également, nous, de la majorité, nous avons rencontré ces difficultés. Donc, brièvement, je voudrais dire... Donc, ça s'est bien passé, selon vous? Je voudrais dire que ces élections n'ont pas été parfaites, mais ces irrégularités que nous avons constatées sont à 3 sur 10%, et donc elles ne doivent pas être de nature à remettre en cause l'ensemble du processus. Donc 3 sur 10 comme irrégularité. Alors, M. Carlos Moupili, vous êtes coordonnateur de la société civile électorale. Je pense que vous êtes quand même mieux placé pour donner une évaluation de ce processus. Oui, je suis expert électoral. Bon, ben... c'est supposé que c'est un plateau spécial pour analyser, décortiquer le scrutin qu'on a connu. Bon, pas qu'on a connu parce que ça continue.
l'équité voulait que, comme ce sont des politiciens, il pouvait y avoir un de la majorité et l'autre de là, ne vous en faites l'opposition. pas. Donc, ce sera très bien. Sous Kinshasa, il y a des embouteillages. Aujourd'hui encore, les embouteillages sont 5 monstres. ans. 5. C'est bon. Mais moi, je reste dans la mission des médias, ce que c'est informer, former et divertir. Et cette émission requiert 2 missions. Informer la population et divertir. Parce que la population qui nous suit, les téléspectateurs, ne sont pas si fainéants que nous qui sommes sur les plateaux. Ils ont vécu et d'autres, ils sont encore là peut-être à entendre voter. Je commence un peu à présenter l'analyse comparative. Nous sommes en 2006. Pendant 18 mois, CID, Abbé Maloumal, avec 450 millions de dollars. 450. Seulement. Alors aujourd'hui, on en a 1 milliard. 200 millions. On a organisé l'enrôlement général, le référendum, le vote référendaire pour la Constitution, le 2 scrutins présidentiels, premier tour et au second tour, scrutin législatif national et provincial. Nous passons en 2011 avec Mulunda. Pendant 8 mois seulement, je dis bien 8 mois, avec environ 550 millions de dollars, Mulunda a organisé un enrôlement général avec des cartes qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Des cartes en couleur, biométriques. Là, combien comme budget? Oui, 550 millions. Pendant 8 mois, il organise l'enrôlement général, le scrutin présidentiel et législatif national. Et nous arrivons en 2011. En 2011, il y a eu un problème de Kamwina Sampou et l'ancienne CENI avec le régime. Il ne pouvait pas aller aux élections sans l'espace Kasaï. Parce que la circonscription électorale d'un président de la République, c'est tous les territoires nationaux. Pour eux, on devrait attendre et ça nous a pris environ 751 jours, l'enrôlement qui était très long. Écoutez, voilà. Mais Nanga avait le signe logistique efficace. Là, c'est en 2018. En 2018, parce que plus de 80% des matériels pour ce scrutin, c'était laissé par Nanga. Même le véhicule que les CEP, que les antennes utilisent, les chaises et les tables, c'est la logistique laissée par Nanga. Mais Nanga a touché aussi près de 1 milliard de dollars. Maintenant, nous arrivons en 2023. En 2023, Kadima, pendant 2 ans, avec un budget, lui c'est le seul président qui a eu beaucoup d'argent que les autres. Les élections les plus coûtées et dont les préparatifs sont longs, c'est l'actuel processus. Parce que déjà, avant 2 mois de scrutin, il y avait déjà un budget de 1 milliard dépensé, comme ça. Et maintenant, la question qu'on se pose, ça c'est dans mon domaine, si on reste dans l'orthodoxie du droit administratif électoral, je parle bien du droit administratif électoral, est-ce que ce qui s'est passé, on a organisé les élections ou on a organisé quelque chose qui ressemble aux élections? Ça, c'est la question que je me pose. Si on reste, j'ai dit, dans l'orthodoxie du droit administratif et électoral. Cela veut dire quoi? S'il faut être simple. L'union de 2 amoureux, ça peut s'appeler Yakatofanda, union libre, concubinage. Mais ça s'appelle mariage que lorsque cette union rime avec le règle du code de la famille. Lorsqu'un pasteur, dans sa doctrine, baptise les gens dans les eaux d'une rivière,
Mais il prend la tembo pour jeter sur la tête, il prononce les mots « Je te baptise au nom du Père et du Fils ». On va appeler ça baptême ou quelque chose qui ressemble. Et pour vous, c'est quoi? à un baptême. Troisième exemple. Il doit y avoir un match de boxe, une compétition. Quelqu'un veut avoir le titre de champion d'un boxeur. Et la compétition est fixée à 20h. Et celui-là, il va chez l'autre, il les trouve en train de nager dans la piscine. Il commence à les tabasser, il tabasse les champions KO et il lui arrache la ceinture. Le match est fait. Il y a eu compétition. Voilà toutes ces interrogations. C'est pour dire quoi? Quand on organise un processus électoral jusqu'au scrutin, il y a une loi électorale. Cette loi électorale. Qui est d'ailleurs respectée, non? Qui juridicise, qui réglemente presque toutes les activités des opérations de vote et de dépouillement. Et ce qui reste, on les trouve dans les mesures d'application de la loi électorale, qui donne encore des détails. Maintenant, vous allez à l'article... Est-ce qu'on peut arriver là, parce que là on fait d'abord... Ah ok, ça va. On va arriver maintenant cette fois-ci. Alors la deuxième série. Monsieur Henri Mutombo, ce sont les élections les plus coûteuses, mais qui seraient très mal organisées, selon les observateurs et les experts. Parce que chaque jour on continue à recevoir des plaintes par rapport à ça, des machines, des saccages des machines. Et donc il y a beaucoup d'irrégularités par rapport à ça. Que dites-vous à ces accusations? Oui, merci de me redonner la parole. Je voudrais d'abord rencontrer mon frère qui est à ma gauche. Il donne l'exemple de 2006 en rapport avec... à propos du budget. Il ne faut pas oublier qu'il y a la démographie. Donc, le nombre d'électeurs qu'il y avait en 2006, il y en avait, c'est pas le même nombre d'électeurs qu'il y a en 2023. Et en plus, en 2023, nous avons 4 élections. Il y a l'élection présidentielle, il y a l'élection législative nationale, il y a l'élection législative provinciale, il y a l'élection municipale. Donc, le nombre, on parle de 100 000 candidats, s'il vous plaît. En 2006, moi j'étais en vacances ici, je n'étais pas encore revenu définitivement au pays, j'étais en vacances, je ne me rappelle pas qu'il y avait autant de candidats. OK ? Alors, on parle ici de la démographie qui a évolué. Les Congolais, en 2006, c'est vrai que nous attendons les statistiques pour qu'on nous dise en 2006 on était à combien, en 2023 on est à combien, mais rien qu'en regardant l'évolution, en 2006 on n'avait pas 43 millions d'électeurs, s'il vous plaît. Là, on a un fichier électoral qui contient 43 millions d'électeurs. Donc, en termes de budget, ça ne peut pas être la même chose. Ça ne peut pas coûter de la même manière. Donc ça, il faut l'admettre. Ça, c'est de 1. De 2, mon frère a donné des exemples. Je cherche à faire le rapprochement de ces exemples-là avec le processus électoral ou l'opération des élections. Il a été beaucoup plus énigmatique. Bon, l'énigme doit avoir une voie, si vous voulez, voilà, un lien qui rencontre un sujet. Mais les énigmes qu'il a données, bon, je crois qu'il sait pourquoi il les a données, mais moi, jusque-là, je cherche encore à faire le lien avec le sujet que nous sommes en train de débattre. Il faut reconnaître une chose. Il a parlé des machines à voter que Nang avait laissé, que le président Kadima a utilisé. Mais le président Kadima, effectivement, il a utilisé 75% de machines que Nang avait laissées. Ça prouve l'esprit qu'il anime sur la bonne gouvernance. Parce que s'il était cupide, s'il était animé de ce qu'on appelle le désir de l'enrichissement illicite, il aurait fait. Alors, à quoi aurait servi les 1 milliard de dollars alors qu'il a trouvé 75% des machines Messieurs le journaliste, nous ne sommes pas de la cuisine interne. L'IGF existe. Aujourd'hui, on vous a parlé des locations des hélicoptères, on vous a parlé de beaucoup d'opérations qui ont été faites. Je vous dis que cette fois-ci, on a 100 000 candidats. Donc les fiches
toute la logistique électorale coûte excessivement cher. Alors, dire que ce qui est fait aujourd'hui, c'est catastrophique ou c'est chaotique, non. Il faut retenir une chose. Ce processus électoral est là, je puis dire, hein, au regard de l'évolution des choses, je puis dire que c'est le meilleur processus électoral que... Le meilleur. De 2006 jusqu'à là. 2006 jusqu'à ce jour. Meilleur processus. Au regard des innovations y apportées. Vous avez une CENI qui a réuni les candidats présidents autour d'une même table. Ça n'avait jamais eu lieu, ni en 2006, ni en 2011, ni en 2018. C'est en 2023 que cela s'est produit. On a vu Kadima, je crois que c'était au Palais du Peuple, ou à l'hôtel Hilton, je ne sais plus où, il avait réuni tous les candidats présidents, sauf un qui avait disparu, bon, parce que déjà incapable de présenter son propre projet de société. Il s'agit de M. Moïse Katumbi, pour ne pas le citer. C'est celui qui vous fait mal, hein? Non, il nous fait pas mal. On a vu comment il est démystifié, mais bon, si vous voulez, on va en parler. Ça, c'est de 1. La CENI actuelle, je parle en termes d'innovation, a organisé cette rencontre avec les chefs d'État, les candidats présidents, ça n'avait jamais été fait. Vous avez ce centre Bossolo, où il a mis en place des bureaux pour chaque candidat président de la République pour aller voir comment est-ce que la publication des tendances vont se faire. Donc des bureaux des votes par bureau des votes. Parce qu'on a demandé cela et les gens pensaient que Kadima ne le ferait pas ou la CENI ne fera pas cela. Aujourd'hui, c'est chose faite et on voit tout le monde publier les résultats des bureaux de vote. Il y a l'inclusivité. On n'a jamais connu un processus comme celui-ci où aucun candidat n'est exclu. Tout le monde, même ceux qui n'étaient pas censés être là, ils ont été validés par la CENI et par la Cour constitutionnelle. Donc l'inclusivité, personne n'a été mis de côté. Nous avons ce processus électoral où vous avez besoin de la transparence et on vous la montre. Il y a même, comme on voit aux États-Unis, donc ces centres Bossolo, où les élections vont être publiées, compilées et tout le monde voit. Donc si c'est à Bumbu, mon frère, je crois que c'est à Tchangou, il a dit, ou c'est à Tchangou, on voit comment est-ce que les électeurs lui ont donné des voix, ou c'est à moi, je suis également candidat, ou c'est à Loukou, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que ces élections-ci de 2023, sont tout à fait différentes des autres élections et il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites. Regardez même en termes du caractère paisible, parce qu'on parle des élections inclusives, transparentes et paisibles. Mon frère, moi j'étais à l'opposition en 2011, en 2018, en ce moment, s'il y avait la psychose dans tout le pays, sur toute l'étendue du territoire national, il y avait la psychose. Et il n'y a pas de psychose maintenant? Non, il n'y a pas de psychose. Mais parce que vous êtes du pouvoir? Non, ce n'est pas parce que je suis du pouvoir. Parce que vous êtes du pouvoir, vous savez que rien ne peut vous arriver. Mais s'il vous plaît, vous n'avez qu'à regarder, il n'y a pas de psychose. Est-ce que vous avez entendu des coups de balle? Nullement. Les Congolais sont allés voter paisiblement. Il y a eu un problème de retard, ça nous l'admettons, mais même en 2018, il y avait le retard. Même en 2018, il y a eu des centres qui ont ouvert en retard. Mais il y a quelque chose qui m'étonne, et c'est très bien d'ailleurs, certainement, au regard de cette exténuation, les Congolais vont changer. Mais, papa, je vous regarde tous ici dans les yeux. Dans ce pays, tous ceux qui font de reproches par rapport au retard, est-ce que les Congolais d'habitude, hein, je ne soutiens pas, mais je voudrais quand même qu'on regarde aussi sur le point des habitudes que nous avons dans notre pays. Beaucoup d'autorités, là, surtout celles de l'opposition, qui fustigent le retard avec lequel les élections ont commencé. Quand on va dans leur bureau, il peut te demander... Monsieur Henri Moutombo, le problème c'est quoi? C'est que le pouvoir disait qu'il allait organiser les meilleures élections. Mais les meilleures élections, mais sur le terrain, c'est pas ce qui est vécu. Monsieur le journaliste, c'est pas parce que qui dit meilleure élection, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait retard. Non. Qui dit meilleure élection, il ne faut pas qu'il y ait bourrage des urnes. Non, il n'y a pas de bourrage. Qui dit meilleure élection, il ne faut pas qu'il y ait... Vous ne devez pas relayer les propos de ceux... Mais vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux.
ça, ce sont des cas isolés. Ce sont des individus qui ont eu à mettre la main sur certaines machines et qui font cela. Ça n'est pas la CENI. Quand vous parlez de bourrage des urnes, il faut dire que c'est la CENI qui a organisé. Quand ce sont des individus qui, parce que... Et des machines dans des maisons, on a vu ça. Mais c'est ce que je... Est-ce que c'est la CENI qui a donné la machine aux gens? Alors c'est qui? Soyons sérieux. Selon vous, c'est qui? S'il vous plaît. Ça peut avoir été des machines, parce que, regardez, rappelez-vous ici qu'il y a eu des incendies. Hein? La CENI a eu des dépôts incendiés. Et ces gens-là sont tombés. Certainement, je ne dis pas que c'est ça. Certainement, quand, au cours de ces incendies, peut-être que, je ne dis pas que c'est ça, mais je réfléchis à haute voix. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont profité d'une situation ou d'une autre pour prendre une machine et aller utiliser dans leur maison. Mais je vous dis, ces machines ne sont nullement liées aux serveurs de la CENI, parce que M. Kadima l'a dit. C'est pour cette raison que vous avez vu, il parlait de 11 heures de vote. C'est-à-dire que quand on a commencé à 8 heures, vers 19 heures, la machine s'arrête. Parce que c'est programmé comme ça. Donc tous ceux qui ont cru avoir pris des machines pour aller organiser le tripatouillage dans leur maison, ça ne s'arrêtera qu'à leur niveau, ça n'arrivera pas dans le serveur central de la CENI. Donc, pour conclure, afin que vous donniez la parole à d'autres camarades qui sont ici, d'autres compatriotes, j'allais dire, je vais dire ici que M. Denis Kadima, au-delà des petites défaillances que nous avons remarquées, au-delà du retard constaté pendant l'opération électorale, en tout cas, il faut féliciter le monsieur parce qu'il a épargné le pays d'un chaos prémédité, d'un chaos envisagé. Parce que beaucoup attendaient que ces élections n'aient pas lieu afin de manipuler les esprits faibles, de s'aimer le trouble dans le pays afin que nous soyons, dans une situation nous sommes au 4e cycle électoral, on devait certainement évoluer. On ne devait pas connaître ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui au niveau du processus électoral. Vous ne voyez pas que c'est un véritable recul? Mais bon, dire qu'on a reculé, je ne sais pas sur quel élément on se base. Parce que lorsqu'on passe de 3 élections à 4 élections, ce n'est pas reculer, c'est avancer. Lorsqu'on passe des élections où la centrale électorale n'affiche pas le résultat de vote bureau par bureau à un affichage transparent, où aujourd'hui tout le monde voit ces résultats, je ne sais pas si c'est reculer ou avancer. Mais Jean-David, je voudrais dire ici que la détermination des camps politiques se trouve dans les styles de communication et dans les langages qu'on apprête. Lorsqu'on vient pour s'exprimer pour le compte d'un camp politique défini, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait pouvoir cacher cela, parce que ce n'est pas interdit. Le propos peuvent définir. Oui, mais allez-y. Monsieur Mopili a dit ici que ces élections ne devaient pas être considérées comme des élections. Mais je suis scandalé du fait qu'il n'a fourni aucun élément fondamental. Il va le faire tout à l'heure. Il va le faire tout à l'heure, après ça sera lui. Il est plutôt allé à cette question qui concerne les fonds qui ont été décaissés. Heureusement, mon ami le lui a rappelé. D'abord, toutes les élections passées, il n'y a pas eu de communication autour des fonds décaissés par le gouvernement en faveur de la CENI pour l'organisation des élections. On ne savait pas. Et puis, deuxièmement, cette question de la démographie doit être prise en compte. Lui-même a évoqué les élections de 2006 qui avaient moins coûté que les élections de 2011. Il a donné des chiffres. Il a parlé des 400 millions aux élections de 2006. Et quand il a parlé des élections de 2011, il a parlé des 550 millions. C'est-à-dire que la situation évolue. Cela ne justifie pas un quelconque détournement. Et puis ensuite, il faut que l'on puisse dire ici que le nombre de candidats, mon ami même vous a dit, n'est pas le même. Et puis la situation économique par rapport à ces contextes électoraux n'est pas la même. Donc ces débats-là ne sont pas importants. Lorsque nous parlons de faits au jour du vote, moi j'ai entendu les gens dire qu'ils ont gagné les élections, mais ces mêmes gens contestaient le processus et contestaient le vote dont ils revendiquent la victoire. N'est-ce pas là une contradiction? J'ai lu un communiqué des gens qui ont revendiqué la victoire, attestant par leur communiqué avoir reçu de leurs témoins et des observateurs le PV qui leur donne victoire, qui confirme qu'ils ont gagné les élections. Mais ces mêmes gens
conteste ces élections. En fait, Jean-David, ces élections ont été organisées, j'ai lu même un communiqué de l'Union africaine qui a aussi déployé une mission d'observation, qui n'a pas rendu compte d'un quelconque chaos. Même la CENCO, qui a rendu son rapport préliminaire, n'a pas adopté le langage de chaos. Ici, non, la CENCO a adopté. Il n'a pas parlé. La mission d'observation électorale. La CENCO parle des irrégularités. Je suis très, très regardant quand on emploie de termes. Je suis licencié en sciences de l'information et de la communication. Le mot français veut dire ce qu'ils veulent dire et non ce qu'on veut qu'ils... Et chaos, c'est quoi? Le chaos, il y a eu des irrégularités. Les irrégularités dans un processus électoral sont inhérentes. Même les élections de 2011, de 2018, est-ce qu'on nous a affiché les résultats de vote bureau par bureau, tels qu'il avait été prévu par... Monsieur Mopé, j'ai la parole. J'ai la parole. Allez-y. Est-ce qu'on nous avait affiché les résultats? On ne nous a pas affiché ces résultats. Les élections, parce qu'ils parlent de la loi, que non, ça devait respecter. Ces élections ont été prévues quand? Prévues d'être organisées en 2016 et qui ont été organisées. Donc, en tout cas, ce n'est pas vraiment ce courant politique ici qui peut donner des leçons par rapport... Je peux encore comprendre que d'autres qui n'ont pas encore pu accéder aux institutions pour pouvoir gérer cette question puissent avoir une idée. Parce que ceux qui n'ont jamais géré ont une idée de l'État, mais ils n'ont pas la connaissance. Eux, au moins, ils ont été dans les comptes, dans ces cas, ils ont géré avec autant d'insuffisance. Mais quand c'est le gouvernement qui est le bailleur de fonds de la CENI, c'est le gouvernement qui met à la disposition de la CENI des fonds pour l'organisation des élections. Et nous savons dans quel contexte les élections de 2006, de 2011 et même de 2018 ont été organisées. Quelle est la communication qui a été faite pendant toutes ces périodes-là par rapport au fonds des élections? Aujourd'hui, parce qu'il y a la transparence dans la gestion des fonds publics, parce qu'il y a la transparence dans la gestion des affaires de l'État, on sait que le gouvernement a déployé autant et M. Mopili peut se contenter de vous faire le rapport. Le rapport de 400 millions qu'il vous fait là, c'est ce que la CENI va dire dans un rapport, dans un narratif abstrait, mais qui ne sera jamais concret. Donc, il y avait un plan. Moi, j'étais sur terrain. Je ne suis pas resté dans le bureau. Il y avait un plan pour s'aimer les chaos autour de ce processus électoral. Qui allait s'aimer les chaos? Et là, je voudrais... Qui allait s'aimer les chaos? Mais il faut regarder les acteurs politiques qui tiennent au jour d'aujourd'hui le langage du chaos. Le langage du chaos est tenu par ceux qui ont eu cette volonté. Heureusement, le peuple congolais, surtout, et la police sont restés vigilantes pour que cela n'arrive pas. Parce que même dans le bureau où nous avons été, il y avait des citoyens, des gens qui avaient été marchandés, qui avaient l'objectif, qui avaient la mission de pouvoir arracher les kits électoraux et semer du désordre. Donc, en définitive, ce que nous devons retenir de ce processus, M. Jean-David, c'est que la République démocratique du Congo, la CENI, a organisé une élection qui nous a permis au jour d'aujourd'hui de comprendre que nous pouvons avancer. Et par rapport aux données que nous avons données ici, de 3 à 4, le respect des normes, quoique ce respect n'est pas exhaustif, et il n'y a jamais eu de respect exhaustif, on a toujours des lois électorales dans ce pays qui n'ont jamais été respectées en 100%. Je reconnais moi aussi, je suis sincère, que la loi électorale, même pour cette élection ici, n'a pas été respectée en 100%. Je l'ai dit ici qu'il a été respecté à 70%. 30% d'irrégularité autour du processus électoral ne peut être un motif du rejet de l'organisation générale de l'élection. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, la peur a changé de camp parce qu'on avait entendu ici que non, affichez-nous les résultats, donnez-nous les résultats. On ne tient plus le langage de résultats. Ils revendiquent la victoire et en même temps, ils contestent la CENI. Je pense que le peuple congolais a jugé. Alors, monsieur Olivier Samba, vous nous avez rejoint. Alors, ce sont les meilleures élections qu'on a connues, selon vos co-débatteurs, selon monsieur Tshimbe ainsi que monsieur Henri Mutombo. Bien. Avant de répondre à la question, je me pose d'abord une question. Je ne sais pas si ça peut nous concerner tous. Qui organise les élections? C'est le gouvernement ou c'est la CENI? Ou les deux? La CENI, puisque vous posez une question, c'est la CENI qui a la mission d'organiser des élections et c'est le gouvernement qui finance ces élections. Très bien. Le gouvernement, bailleur des fonds privilégiés de la CENI.
En 2006, ce n'était pas seulement le gouvernement congolais, il y avait des bailleurs des fonds internationaux qui étaient intervenus dans les processus parce que nous sortions d'une situation très compliquée et complexe. Et en évoluant, nous arrivons en 2011, c'était la volonté du gouvernement d'organiser des élections sur fonds propres, sans appui extérieur, et ça continue jusqu'à ces jours. Alors si réellement c'est la CENI qui organise les élections. 2011, complète. En 2011, 2018, 2011, les bailleurs de fonds avaient accompagné. Appui logistique, mais en ce qui concerne les financements des fonds en comble, l'organisation. On parle de financement. Oui. Je parle de financement. Non, s'il vous plaît, c'est monsieur Samba qui parle. Suivez ce qui parle. S'il vous plaît. Monsieur Timbe, vous avez un expert ici. Oui, monsieur Samba, allez-y. Alors, la CENI reçoit les financements pour l'organisation intégrale des élections. En cas de défis logistiques, il y a l'intervention, par exemple, des pays frères qui peuvent intervenir, comme 2023 aussi. C'est le gouvernement qui a financé, mais nous n'avons pas été exclus de recevoir de l'aide. La MONUSCO est intervenue, l'Égypte ainsi que quelques pays frères qui sont intervenus dans les cadres purement logistiques. Alors, si c'est la CENI qui organise les élections, à un certain moment, pourquoi on voudrait se présenter comme défenseur de la CENI plutôt que de faire une analyse objective et une critique constructive? Parce qu'il serait peut-être malaisé de dire que 2023, nous avons joué les meilleurs des élections. Il serait vraiment malaisé. Ce qu'il faut reconnaître, quand on fait la critique constructive, nous pouvons noter la bonne volonté de la CENI. La bonne volonté d'organiser les élections à une date définie et sans report. Ça, c'est la bonne volonté. Et au regard de cette bonne volonté, il s'en est suivi le calendrier qui a été publié. Le calendrier est respecté. Il y a eu quelques modifications lorsqu'on parlait de l'enrôlement des électeurs. Quelques petites modifications, mais dès lors qu'on a ouvert les bureaux de traitement et de réception des candidatures, il n'y a eu aucun report jusqu'à ces jours. Alors nous craignons aussi les reports, le 5 décembre, et quand Denis Kadima a présenté les défis d'ordre logistique le 5 décembre, beaucoup de questions étaient soulevées et puis la crainte était réelle pour qu'on ait des élections le 20 décembre. Bonne volonté de la CENI, le calendrier a été respecté. Il y a aussi de l'innovation de deux types. Nous avons le centre Bossolo qui n'a jamais existé, bien construit, bien équipé et qui démontre réellement que ça sera transparent. Autre innovation, c'est la carte d'électeur avec QR code. Voilà les innovations qui peuvent entrer dans le cadre de la bonne volonté de la CENI. Mais les côtés négatifs ne peuvent pas manquer. Les côtés négatifs, c'est qu'il y a eu mauvaise planification, là il faut qu'on le reconnaisse. Il y a eu mauvaise sécurisation d'une part, mais pas dans la totalité. Il faut qu'on soit constructif et objectif, mais aussi mauvaise expérimentation en ce qui concerne la nouveauté dans la carte d'électeur. Parce que la carte d'électeur n'était pas aussi nécessaire qu'on change, qu'on migre à une nouvelle façon de présenter la carte d'électeur qui a causé aussi beaucoup de soucis. Il y a eu beaucoup d'électeurs qui avaient perdu des cartes et n'ont pas pu avoir des duplicata, ce qui est réel, ça arrive à tout moment, mais l'innovation dans l'irrégularité, c'était aussi les cartes dont les écrits s'est fait disparaître. Là, c'est quelque chose de négatif, ce n'était pas nécessaire de basculer vers les nouveaux modèles de cartes d'électeurs. Mais aussi, si et seulement si, on avait écouté la voix de la raison, parce que la voie de la raison serait aussi de rationaliser les dépenses publiques. On n'aurait pas organisé les élections sur base des cartes d'électeurs, mais bien avec les cartes d'identité. Si au moins le recensement était lancé en 2016-2018, comme nous l'avions aussi proposé au sein de MONESBEL, j'ai des écrits à présenter au gouvernement. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. On aurait donné à la CENI des données démographiques sur base du serveur du ministère de l'Intérieur. Et les Congolais auraient voté sur base des cartes d'identité qui auraient épargné 500 millions. Je reviens toujours sur ça. 500 millions de dollars juste pour organiser l'enrôlement. Parce que 1,1 milliard de dollars que le gouvernement a déboursé, moins 500 millions, ça nous fait 600 millions de dollars. On aurait épargné beaucoup d'argent seulement si on avait la volonté d'organiser les élections de façon totalement inclusive, en faisant en sorte que tout Congolais à l'âge de la majorité vote
parce que préalablement dépositaire de sa carte d'identité. Parce que l'enrôlement est exclusif, dans ce sens que beaucoup ne se sont pas fait enrôler en cas, par force majeure. Ils étaient malades, 6 mois à l'IT, et sortant de l'hôpital, on a déjà clôturé dans son aire géographique, mais c'est terminé. Alors que si préalablement tout le monde avait sa carte d'identité, avec des données démographiques que le ministère de l'Intérieur aurait mises à disposition de la CENI, on aurait eu une élection totalement consensuelle où il n'y aura pas d'exclusion en ce qui concerne la non-disponibilité de certaines personnes pour obtenir la carte d'électeur. Alors, en ce qui concerne l'organisation des élections nationales, parce que je dis ici, le 20 novembre, dans ce plateau, qu'il y aurait des soulèvements dans certains centres. Ce sont mes mots. Et effectivement, il y en a eu. Des soulèvements dans certains centres, où il y a eu des électeurs qui ont pris d'assaut les bureaux, contestant l'organisation, parce que les machines sont arrivées. C'est minimisable. Mais j'ai dit dans certains centres. Allez-y. C'est arrivé. Alors, il y a eu le problème d'ordre organisationnel de la part de la CENI en ce qui concerne le respect des timings et de l'heure. Mais j'ai suivi hier le vice-président de la CENI minimiser cela, disant que ça ne pose aucun problème, qu'on est commencé en retard, qu'on doit respecter l'article 60 de la loi électorale qui dit que les derniers électeurs sur la ligne doivent voter, ce qui peut justifier en ce qu'on passe du 20 au 21. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a encore des bureaux, des opérations en cours. Là, nous sommes dans les territoires de Kazumba et d'Ibaya, aussi dans quelques centres à Kananga. Les élections se poursuivent simplement parce que du point de vue logistique, il y a eu des soucis majeurs, dans ce sens que les batteries se déchargent. Il faut faire des trajets, des kilomètres pour aller charger la batterie pendant que les électeurs étaient en train d'attendre. Donc, du point de vue organisationnel, la CENI a manqué la bonne planification, la bonne organisation pour nous éviter des erreurs du passé. Parce que j'ai entendu dire ici, on revient sur les irrégularités de 2011, on évoque les reports de 2018. Est-ce qu'il faudra-t-il qu'on continue toujours à organiser des choses par essai et erreur, ou bien on peut s'ouvrir à la raison pour organiser des choses à la perfection? Parce que moi, je suis scientifique, je suis philosophe, enseignant à l'université, je m'inscris souvent en faux. Lorsqu'on dit que l'œuvre humaine est imparfaite, il peut y avoir toujours des imperfections dans ce que fait l'œuvre, dans ce que fait l'homme. Je m'inscris souvent en faux, dans ce sens que quand on s'ouvre à la raison, on y met de la rigueur, il y a lieu d'organiser des choses à la perfection. L'exemple le plus éloquent, dans les domaines des bâtiments, de l'architecture, de la médecine. Mais vous avez des bâtiments qui sont des œuvres humaines à la perfection. Merci beaucoup. Monsieur Carlos Moupili, attendez, vous allez... 30 secondes. Oui, allez-y. 30 secondes, s'il vous plaît. Non, 30 c'est secondes. pas comme ça. Il prendra 30 secondes. Non, 30 secondes. Il prendra dans ma prise de parole. Allez-y. 30 secondes. 30 secondes. Ici, je voudrais rappeler qu'il est enseignant. Quand on dit qu'un étudiant, tous ici nous avons été à l'université, quand on dit qu'un étudiant a distingué, est-ce que cet étudiant a-t-il réussi dans tous les cours 20 sur 20 ou 17 sur 20? Voilà, c'était juste pour rappeler que quand nous disons que c'est la meilleure organisation des élections, c'est parce que évidemment il y a des choses qui n'ont pas été faites avant. Merci beaucoup, monsieur Harry. Monsieur Carlos Moupili, vous êtes expert électoral, vous êtes aussi juriste. Alors, je vous ai vu avec la loi électorale. Où est-ce que ça biaisait cette loi? Merci. Mais je voulais reprendre d'abord ces 30 secondes-là. Ici, lorsque dans la science du travail, moi, avant de faire le droit, j'ai fait le management. En science du travail, il y a une manière de limiter l'imperfection ou même les erreurs. David est là. Il est en train de faire une œuvre humaine. Mais avant de lire le journal, vous faites ce qu'on appelle une mise en bouche, non? Ça, c'est la planification. Avez-vous déjà commis combien d'erreurs? Dans cette émission, vous avez déjà commis combien d'erreurs? Quand on est médecin, c'est-à-dire on doit être sérieusement bien formé. Et lorsqu'on entre dans la salle d'op, on doit bien faire son travail. Et ne pas bien le faire du travail, vous serez arrêté. Mais c'est simple. Alors, on ne peut pas venir faire des choses, on est mieux payé, on était chômeur, on est mieux payé, maintenant on dit l'œuvre humaine est parfaite. Non. C'est pourquoi il faut dire, il faut travailler, il faut que ça soit correct. Il est philosophe, il connaît bien utiliser les mots. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens répètent
comme des perroquets, sans savoir qu'est-ce qu'on appelle œuvre. Même les gens disent error humanum est. Il dit l'erreur est humaine. Non, on dit il est de la nature de l'homme de se tromper. Ce n'est pas erreur humaine, c'est-à-dire l'erreur est humaine. Non, l'erreur ne peut pas être humaine. Alors, je sais pas ce que ça signifie. C'est ça, s'il vous plaît, oui, allez-y. Allez-y, oui, monsieur Boupili. Je peux vous faire l'analyse. Monsieur Chimbekoy, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, Chimbekoy. Monsieur Chimbekoy, moi je suis de la société, je n'ai pas postulé. Et je vous dis, je connais les communicateurs du PPRD qui ont défendu Nanga, ils ont postulé, ils ont échoué. Ne crois pas que si vous défendez la CENI aura un cœur large pour vous donner les points. Non. Sinon, tous ces gens-là, vous les connaissez. Les communicateurs je ne suis pas candidat pour votre information. N'ont jamais été... je ne suis pas candidat. J'ai dit ceci. Monsieur Chimbe, oui. Je voulais laver un peu, ou bien expliquer. Parce que j'ai aimé là où il a amené le débat. Il démontre que non, il faut tenir compte de la démographie en 2006, où on a eu 32 millions d'enrôlés. Je vous fais sortir des chiffres. Hein. Mais vous oubliez qu'en 2006, Malou Malou a trouvé rien, même pas une archive, même pas un papier, même pas une chaise. Malou Malou, ils étaient là, sur l'avenue du haut commandement. Et l'élection a été organisée sur toute l'étendue du territoire. Et on a organisé les votes référendaires. Les votes référendaires, c'est plus que l'élection municipale que vous vantez ici, qui s'est fait que dans les centres-villes. 2. Cette élection n'a pas couvert toute l'étendue du territoire. Ok? Laquelle? L'actuelle. 2. Vous parlez de nombre de candidats. Oui, mais attention, le nombre de candidats, si avec Nanga, moi j'ai soutenu la machine à voter, parce que la machine à voter vient résoudre les problèmes de bulletin de vote album. L'ami de la société civile, il comprend ça. Parce que les politiciens, ils sont vraiment, ils ne connaissent pas les domaines électoraux. À l'époque, en 2006, en 2011, la logistique des bulletins de vote coûtait trop à la CENI. Mais aujourd'hui, ça ne coûte rien parce que ça devient quelque chose de... C'est la numérisation. Donc, ça, ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Alors, autre chose. Vous avez parlé... Vous oubliez qu'en 2006, il y a eu élection à 2 tours. Élection présidentielle, le premier tour, deuxième tour. C'est-à-dire, quand vous prenez, on organise 3 scrutins référendaires, élection présidentielle à un seul tour et à second tour. Et vous oubliez aussi que dans ces élections ici, dans ce scrutin ici, on parle de batterie. Mais parce que le machine à voter, les devs, fonctionne avec la batterie externe. Parce que toutes les batteries internes, on a déployé les techniciens depuis octobre, c'était déjà foutu. Du fait de rester longtemps sans être utilisé. Mais les 1 milliard là, on entendait qu'on puisse ne fût-ce que commander des batteries internes. Ça allait résoudre ces problèmes. Même de carburant pour les générateurs, ça allait résoudre les problèmes. Mais vous oubliez que les élections, depuis antérieures, on utilisait le carburant, on achetait le carburant. Ces élections-ci, avec 1 milliard plus de 3 millions, il y a les fonds, le budget de sensibilisation. Dans le budget électoral, il y a une rubrique de sensibilisation. C'est-à-dire l'argent qui est destiné à la société civile dans le cadre de l'éducation civique électorale et la sensibilisation. Vous avez vu des millions dépensés avec la machine à voter dans toutes les écoles, dans toutes les universités, pour montrer aux gens comment voter. Mais ces élections, on a enregistré 6 millions de nouveaux majeurs enrôlés, mais qui n'ont jamais touché à la machine. Et ça avait un impact sur le timing dans les bureaux de vote, alors que la machine à voter fonctionne avec la batterie externe. Donc, les agents et les cadres de la CENI et de la CI, sous Malou Malou et sous Moulounda, mais c'était des messieurs.
Ils ne monnaient pas l'argent parce qu'ils étaient mieux payés. Mais actuellement, dans ce processus, ce sont les gens qui souffrent. Ils ont passé une nuit blanche en train d'attendre le matériel. Ils ont travaillé pendant 2 nuits, 3 nuits, pour toucher combien? $35. Alors que les $35 en 2006, moi j'ai loué déjà chambre et salon à Sundia Bandal à $30. Donc les 35 $ que Malou payait en 2006, c'est l'équivalent aujourd'hui de $150. Donc, quand vous faites des comparaisons, faisons des comparaisons. Il est fiscaliste, il est dans... Alors maintenant, allons-y. J'arrive dans le domaine de vous parler de l'UGF. Lorsqu'il y a eu un problème, laissez un espère le temps de parler. Allez-y, allez-y. C'est le temps maintenant, c'est le temps. Hein? Okay. On doit maintenant passer à... Lorsque l'UGF a eu des problèmes, a suivi les problèmes entre le ministre des Finances, Kazadi, et le président de la CENI, au début du processus. L'autre dit, on a déjà versé 37 millions de $. La CENI dit, nous n'avons encore rien reçu. L'IGF est allé. L'IGF n'a fait aucune interview. Parce que l'IGF, c'est là où l'argent part. Et quand moi, je suis tombé sur un document de la chaîne de dépenses, oui, personne n'a dit vérité parce que la CENI, on avait versé dans son compte plus de 117 millions de $. C'est un expert électoral qui dit. Alors, je réponds maintenant à votre question. Oui, alors. Mais avant de répondre à la loi électorale, s'il vous plaît, allons-y. Avant de répondre à votre question, je voulais dire aux amis quoi. Les élections n'est pas une affaire de 80% de la réussite de 80% ou de 99%. Lorsqu'on organise les élections, c'est dans une approche maximale. Il faut réussir à 100%. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez négliger le résultat d'un seul bureau de vote, un bulletin de vote peut départager les candidats. C'est pourquoi dans une approche électorale, il faut réussir à maximiser. Maintenant, je reviens à votre question sur la loi électorale. Je vous renvoie à l'article 56 de la loi électorale. Que dit la loi électorale? 48, alinéa 1er, 48 heures avant le début des opérations de vote, la Commission électorale nationale indépendante met à la disposition des bureaux de vote ou centres de vote le bulletin de vote compatible au nombre d'électeurs enrôlés et attendus. 48 heures avant. 2 jours avant. C'est-à-dire que c'est depuis le 18 que le matériel devrait être dans tous les bureaux de vote. Alors on salue la volonté. 2 jours avant. Papa, la planification, ce n'est pas difficile. C'est comme si vous vouliez beaucoup d'Aibembe. Voilà. Avant de fixer date, vous devez avoir le cercueil, les corbières, et puis, voilà. Deuxième. Oui, allez-y. Je vais aller lentement. Article 52 vous dit ceci. Je suis de la société civile, je suis neutre. Hein? Allez-y, vite là. Les jours et l'heure de vote sont fixés par la Commission électorale nationale. C'était le 20 décembre. Les votes pour le scrutin direct se tient le dimanche ou un jour férié. Donc, le 20, ce n'était pas ni le dimanche ni le jour férié. Violation encore des droits administratifs électoraux. Il y a lieu de 6h à 17h. Ça commence à 6h à 17h. C'est comme un match de football. On vous dit 45 minutes x 2. Ça se joue dans 90 minutes. Mais si ça se joue comme on jouait au village, vous commencez le football, le match de 6h jusqu'à 11h, vous vous fatiguez. Ce n'est plus une compétition régulée par la CAF. On continue. Non, c'est bon. On va... Je termine par là. Oui. C'est très important, parce que si vous me coupez là, les téléspectateurs risquent de se fâcher. L'article 6. La qualité de l'électeur est constatée par l'inscription sur la liste des électeurs et la détention d'une carte d'électeur. En cas de perte de celui-ci, d'un duplicata délivré par la CENI. Ici, il s'agit de la preuve, des droits de la preuve pour prétendre la qualité d'être électeur. Il y en a deux. Vous devez disposer d'une carte d'électeur.
Cette carte qui doit comprendre le données à caractère personnel. Mon ami qui était en Europe, il connaît ce que je dis, il dit données personnelles. C'est-à-dire la carte doit avoir le numéro et les identités et surtout le visage identifiable. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Henri Moutombo. Mais ici, on est allé aux élections. Oui, Monsieur Henri Moutombo, vous voyez qu'il y a des arguments. Parce Il y a des arguments. Vous devez détruire. Il y a des arguments à prévaloir, surtout devant la Cour constitutionnelle, pour attaquer la CENI, voire même annuler les scrutins. Et non. Vous avez quelques minutes, hein, parce que... Oui, tout à l'heure, avant que je ne reprenne la parole, j'avais dit, est-ce que il y a un enseignant d'université qui est en face de moi, est-ce que quand vous déclarez un étudiant grande distinction, est-ce que celui-ci, c'est parce que celui-ci aurait réussi dans tous les cours 20 sur 20, 20 sur 20? Non, c'est en rapport avec... je veux dire, le maximum. Mais ici, c'est la loi électorale qui n'est pas respectée. Mais j'arrive. Je vais rencontrer mon frère Mopili. Je vais le rencontrer. Je suis professeur d'université aussi. Voilà, très bien. Vous savez, les lois sont faites. Les lois sociologiquement, les lois sont faites selon la réalité de la société. C'est ce que les hommes observent, s'il vous plaît. C'est ce que les hommes observent dans la société. S'il vous plaît. Qui influence la rédaction ou la légifération des lois. OK? Au regard des difficultés que nous avons dans notre pays, les réalités sociétales, je crois que les lois ou la loi peut changer. Mais maintenant... Ça peut changer, mais ici, ça ne change pas. Mais s'il vous plaît, c'est la même loi, allez-y. S'il vous plaît, quel est l'idéal? Ou si vous voulez, l'objectif, c'était lequel? L'objectif, c'était d'aller au vote. L'organisation du vote, la planification a été faite. Le vote a eu bel et bien lieu le 20 décembre. Certes, nous reconnaissons ici qu'à certains endroits, le vote a commencé en retard. Moi, je me pose une question. N'a-t-il pas eu lieu, un sabotage en interne? Parce que, rappelez-vous ici, que le bureau Kadima, il y a des anciens de bureau Nanga que Kadima a gardé. Est-ce que, par hasard, je réfléchis au droit, y a-t-il pas eu un sabotage en interne? Je ferme la parenthèse. C'était juste une parenthèse que j'ouvrais rapidement pour que les gens réfléchissent au regard de ça. Allez-y vite, attaquez les articles de la loi électorale. 48 heures avant. Oui, je n'attaque pas. Je n'attaque pas. La loi, elle est là. Comment va-t-on? Il faut rester intellectuel, cohérent. Aujourd'hui, on peut attaquer la CENI devant la Cour constitutionnelle? Non, on va attaquer la CENI. Oui, pour annulation du scrutin. Non, pas du tout. Parce qu'il y a eu des irrégularités je vous rencontre. Judiciaires. Non, pas du tout. Ça, c'est fait le juridisme. Ceux qui demandent l'annulation des élections, donc il y a le président Fayoulou, Théodore Ngoï et les autres. Mais attendez, ce sont les mêmes qui avaient dit que les élections doivent se tenir selon les prescrits constitutionnels, selon le délai constitutionnel. Maintenant, demander l'annulation de ces élections qui ont coûté, parce que ici, mon ami de ma gauche, est exténué du fait que les élections ont coûté 1,2 milliard $. Donc, on va annuler les élections pour dépenser encore 1 milliard $. Non, s'il vous plaît, soyons sérieux. Si nous aimons notre peuple, notre pays, et si nous voulons faire de la bonne gouvernance, ces élections ont été organisées avec les faiblesses que nous reconnaissons, mais cela n'annule pas la qualité ou, si vous voulez, la bonne volonté politique qui avait été, qui est manifeste, parce que nous sommes encore en plein processus électoral, qui est manifeste pour l'organisation de ces élections. Le peuple congolais a manifesté la volonté d'accompagner ce processus, parce que vous n'avez qu'à voir les gens qui sont restés jusqu'à 23 h, jusqu'à 1 h du matin pour voter. Oui. Ça veut dire quoi? Ceux qui appellent, je ne sais pas si vous allez encore refaire le tour de la table. Non, c'est presque. Ceux qui appellent à l'article 64 doivent savoir que cet article a deux alinéas. Il y a le premier alinéa qui demande que l'on se lève contre ceux qui ont pris le pouvoir par la force. Mais en même temps, le deuxième alinéa demande que les institutions puissent défendre la République. Mais il faut faire très attention. Ici, le gouvernement en place n'a pas pris le pouvoir par la force. Le gouvernement en place
a été élu. Donc, Voilà. C'est très important, je vais finir. Le président Tshisekedi a été élu valablement, régulièrement en 2018. Il est en train d'aller vers la fin du premier mandat et le deuxième mandat lui sera encore accordé. Alors, je vais dire ceci. Ceux qui appellent à l'insurrection ou au soulèvement, ils ont quel peuple derrière eux? Depuis 2018 jusqu'à ce jour, on n'a vu aucune opposition compétente, efficace se lever pour barrer la route à toutes les organisations. Monsieur Chimbeko. S'il vous plaît, une minute. À tout ce que le pouvoir a mis en place. Ici, ils avaient dit sit-in chaque jeudi. Non, vous allez arriver. Monsieur Chimbeko, malgré la bonne foi, il y a des arguments à attaquer la CENI devant la Cour constitutionnelle. Oui, j'en arrive, monsieur Jean-David. Allez-y vite. Je rejoins allez-y vite, Bopili. Le temps. Qui voudrait que ces 35 $ de 2006 représentent ça 50 $ aujourd'hui. Mais il ne veut pas comprendre que 400 millions... Répondez à la question. S'il vous plaît, non, le temps. C'est le temps. Mais il ne veut pas comprendre que 400 millions de dollars en 2006 peuvent coûter plus aujourd'hui en 2023. Donc, je pense que M. Bopili, il y a des problèmes, voudrait rendre de compte pour n'avoir pas été associé à une émission de sensibilisation, mais ce n'est pas... Répondez à la question. Je réponds. Oui. Je veux qu'on réfléchisse en disant, bon, est-ce que c'est parce qu'on a eu... Je rappelle ici que Beni n'est pas allé aux élections de 2018. Est-ce que c'est un motif pour nous que ces élections puissent ne pas être considérées comme des élections ayant été organisées dans les meilleures conditions? Est-ce que on peut dire ici, avec courage et sincérité, que tous les 3 processus électoraux précédents ont été organisés dans l'exactitude, dans la totale perfection? Mais si celles-ci n'ont pas été totalement parfaites, est-ce qu'il y a eu de motifs pour nous qui étions à l'opposition alors de pouvoir demander à la Cour constitutionnelle de ne pas considérer ces élections parce que nous n'avons pas gagné? Non, je pense que c'est un faux débat. Mais parce qu'il y a violation de la loi électorale. C'est faux débat. La loi électorale, je l'ai dit ici, n'a pas été totalement respectée pour des cas de force majeure. Nous avons ici ce qu'on appelle des irrégularités. Oui, mais en droit, ça ne pardonne pas. Des irrégularités. Non, écoutez. Des irrégularités mineures. Qu'est-ce qu'on peut attendre des irrégularités mineures? C'est lorsque, dans les cadres de respect de textes de loi qui doivent concourir à l'organisation d'une élection, on arrive à dépasser le seuil de 70%. C'est ce que j'ai dit ici. C'est-à-dire que ces irrégularités ne dépassent pas le seuil de 50%. J'ai relevé avec des explications à l'appui, et même le professeur l'a confirmé ici, 30%. Et pour question de ces 30%, on ne peut pas annuler un processus. Merci beaucoup. Merci. Je termine avec M. Olivier Sambaye. Monsieur Olivier Sambaye, les élections, il y a ceux qui demandent l'annulation parce qu'il y a certainement la violation de la loi électorale. M. Carlos Mupili l'a relevé. La toute première irrégularité que beaucoup n'ont pas relevée, c'est la loi électorale elle-même. Nulle part, la loi prévoit des sanctions. Au cas où la CENI ouvrirait en retard, au cas où il y aurait un report, nulle part. Nulle part. Non, il n'y a pas de sanctions. Faute 2, même lorsqu'il est évoqué à l'article 58. C'est ça la toute première irrégularité. C'est la loi elle-même. La loi elle-même. La loi elle-même, une irrégularité. On dit les dimanches ou jours fériés. Mais où est-ce qu'on a prévu l'annulation si les élections seraient organisées dans un autre jour que le dimanche férié? Et là, c'est la Cour constitutionnelle même pour... Le juge constitutionnel ne va pas créer la jurisprudence. Les droits doivent être dits. Alors, quand on dit les droits, on s'appuie sur des textes. C'est ça aussi le problème avec le droit. Il y a des subjectivités qui interviennent et qui ne conduisent pas parfois à la bonne décision. Donc, il serait difficile d'attaquer la CENI, même si on attaquait la CENI, le juge constitutionnel va apprécier, mais l'appréciation va tenir compte des jurisprudences comme 2011, 2018, ce qui n'est pas une bonne chose en soi. Alors, je pourrais peut-être placer un mot. Oui, pour terminer. Errare humanum est, perseverare diabolique. On ne peut pas persévérer dans l'erreur, on sera diabolique. Mais il y a lieu d'organiser de bonnes élections, de façon correcte, avec une très bonne planification. Et vous référez toujours au passé. C'est ça, non? C'est que avec les erreurs actuelles, on dit qu'en 2011, en 2018, il y a eu aussi des erreurs du passé pour les corriger lorsqu'on organise la chose.
M. Mopil l'a dit, Maloma n'avait rien trouvé. Mais on s'est appuyé sur Maloma pour organiser en 2011, on s'appuie sur Ngoïmolo pour organiser en 2018, on s'appuie sur ce qui était resté pour organiser en 2023, mais quand on vient, on fait tabula rasa. On prend les cartes, on met des côtés et puis on crée encore des choses qui n'étaient pas prévues au préalable alors qu'il y avait un retard. Isidore a été nommé un mois avant Denis Kadima, mais il nous a offert les Jeux de francophonie à la Maestria. Quand on voit la cérémonie d'ouverture, c'est comme si c'était 5 ans avant. Mais comment Denis Kadima, pour organiser, même respecter les timings, ça a été un problème. Pourquoi il a présenté les contraintes d'ordre de logistique seulement le 5 décembre, 15 jours avant le scrutin? Pourquoi il ne l'avait pas fait 10 mois avant comme Nanga l'avait fait en janvier 2018? Voilà aussi les problèmes de planification. Parce que quand on parle de management, en management, il y a des projets qui doivent être respectés. Alors, pour que les projets soient exécutés, il faut à un certain moment qu'il y ait la cartographie des risques, pour que les risques-là soient gérés de telle sorte que les projets soient exécutés à la perfection, sans difficulté aucune. Merci beaucoup, merci à vous, fidèles. Moi, j'étais le dernier. Bon, terminez quelques secondes. Pour terminer, quelques secondes. Non, mais tout il faut faire le tour de la table, monsieur Jean-David. Vous avez 4 tours, lui en a. Oui, allez-y. Je voulais mais laissez-nous quand même passer je voulais un d'abord message aux expliquer Congolais. une chose. Je demande à l'ESSENI de respecter sa parole. On nous a dit que ces élections, ce sera un scrutin semi-électronique. C'est qu'on doit tenir compte des scores physiques. Mais quand on parle par exemple des centres Bossolo, c'est quoi? Nous ne voulons pas que la CENI puisse s'attacher au vote électronique. Nous voulons que le résultat soit acheminé au centre de compilation. Et la loi est claire à ces articles 71, 69, 71. C'est au centre de compilation qu'on affiche le résultat provisoire pour les législatifs et le résultat partiel pour la présidentielle. Et comme on a moins de 139 centres de compilation, il y a moyen, c'est là qu'on puisse avoir toute une image. Deuxième chose, ici on ne peut pas parler de cas de force majeure. Cas de force majeure, ce n'est pas un mot français, c'est un mot juridique. Il y a force majeure lorsqu'il y a 3 éléments. 1, l'imprévisibilité, l'extériorité et l'irrésistibilité. Mais ici, Nanga, lui, parlait qu'il y a imprévisibilité, comme on a ça pour guerre à l'Est. Il y a l'irrésistibilité parce qu'il n'avait pas de moyens logistiques et tout ça. Mais pour Kadima et le gouvernement, ils ne nous ont jamais parlé de difficultés. Merci beaucoup, Carlos Moupili. On a fini. Merci. Merci, on a fini. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Merci à M. Olivier Samba, enseignant à l'université et président du centre axiologique de Kinshasa. Merci à M. Carlos Moupili, enseignant de l'université et président de la société civile de Kinshasa. Chimbenko et porte-parole à PPS de Séraphine Kilubu, Union Sacrée. Merci à vous, M. Henri Moutombo, cadre de l'Union Sacrée, aussi porte-parole des AREP. Agissons pour la République. Voilà, agissons pour la République. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.